N'est-ce pas une ironie fascinante de l'histoire que très souvent, pas toujours, mais souvent, les personnages historiques qui ont le titre Le Grand dans leur nom ne sont vraiment grands que pour un très petit nombre de personnes. Il en était ainsi pour Constantin, le soi-disant grand, que j'ai déjà analysé dans cette vidéo ici. Et c'est certainement aussi le cas pour un autre empereur chrétien pieux, qui sera toujours rappelé pour ses réalisations dans la restauration presque complète de l'étendue de l'Empire romain, à savoir le célèbre empereur Justinien. Ne t'inquiète pas, Théodose, tu es le prochain. Pourquoi oserais-je appeler Justinien pas grand? Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, découvrons-le. Justinien est né sous le nom de Pierre Sabatius en l'an 482 après Jésus-Christ, donc très peu de temps après la chute de l'Empire romain d'Occident. Bien sûr, les téléspectateurs de cette chaîne savent que cette chute n'était pas tant une chute qu'une transformation du règne impérial romain au règne des rois germaniques. Cependant, toutes les institutions romaines étaient encore complètement intactes dans l'Italie de cette époque. Le Sénat se réunissait toujours à Rome, un praefectus urbis réparait toujours les monuments de la ville éternelle. Le réseau routier romain était toujours en usage. Et pour un voyageur dans le temps, l'Italie de ces époques aurait paru comme elle l'était quelques décennies plus tôt, à l'époque des derniers empereurs romains de l'Ouest. Pierre Sabatius monta sur le trône de l'Empire romain en 527 et deviendrait connu sous le nom de l'empereur Justinien. Nous ne savons pas exactement quand, mais à un certain moment, l'empereur a conçu la grande ambition de restaurer l'ancienne étendue de l'Empire romain en reconquérant les provinces occidentales, qui étaient alors maintenant considérées comme ayant été perdues aux barbares. Bien sûr, les propagandistes de l'empereur, comme Marcellin Comus, ont commencé à peindre le tableau de la chute de l'Empire romain d'Occident, et de façon fascinante. C'est exactement à cette époque que l'histoire de la chute de l'Empire d'Occident, en 476 après Jésus-Christ, a été conçue. J'ai parlé en détail de l'invention de la chute dans cette vidéo ici. Mais avant qu'il ne puisse commencer son grand plan, nous verrions déjà de manière impressionnante en l'année 529 que Justinien ne serait grand que pour certains, mais pas tant pour d'autres. Cette année-là, il a supprimé le financement de l'institution millénaire du savoir et de l'apprentissage, à savoir la célèbre Académie néoplatonicienne d'Athènes. Bien que l'état et les circonstances soient à contester parmi les chercheurs, il doit y avoir un grain de vérité ici, car Athènes a perdu son importance pour les païens après cette époque, tandis qu'Alexandrie a duré un peu plus longtemps. Par décret impérial, les païens ont également été interdits d'accéder à des postes d'État. Mais Justinien, à un moment donné de son règne, a également ordonné une persécution des Hellènes survivants, accompagnée de la combustion de livres, d'images et de statues païennes à Constantinople. On ne peut pas reconstruire combien de connaissances et d'arts de l'Antiquité ont été détruits lors de ces persécutions, mais c'était certainement beaucoup. Les anciens temples sur l'acropole de Constantinople n'étaient à cette époque déjà qu'une coquille stérile, envahie par les vignes, désolée et vide. De nombreux néoplatoniciens, qui étaient tous païens, ont fui ces persécutions et certains ont même cherché asile à la cour des rois perses. Tel était le caractère de Justinien, juste mais seulement envers ses sujets chrétiens. En 532, donc seulement 5 ans après le début de son règne, les factions de course dans l'hippodrome de Constantinople se sont unies contre l'empereur dans une rébellion, qui est devenue connue sous le nom de émeute de Nikanika, signifiant victoire. La cause de cela pourrait avoir été ses conseillers et fonctionnaires vraiment impopulaires, qui étaient reconnus pour être assez durs envers le peuple commun à Constantinople. Les émeutiers ont forcé Justinien à renvoyer ses ministres et voulèrent remplacer l'empereur par un autre de leur choix, et Justinien aurait presque fui la ville, si ce n'était pour l'intervention de sa femme Théodora. Elle a refusé de partir, et donc Justinien a ordonné la répression brutale des émeutes. Le général Bélisaire et Mundus ont été chargés de la tâche ingrate, et dans le processus, un stupéfiant nombre de 30 000 habitants de Constantinople ont été tués. Dans ce processus également, de grandes parties de la ville ont été brûlées jusqu'au sol. Par exemple, nous savons que l'ancien Sénat dans l'Augustaion a été détruit, ainsi que les bains de Tsoixippos. Plusieurs autres bâtiments ont très probablement été consumés par le feu.
Ainsi, le visage de la ville changerait beaucoup après cet événement. Mais le meurtre de 30 000 civils était vraiment un acte abominable, dans lequel le côté maléfique de Justinien a été affiché de manière spectaculaire. Et merci de liker cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain d'Occident et du début de l'Empire romain d'Orient. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et nous avons un nouveau membre Restitutor Orbis Bob Ward. Merci beaucoup, Bob, de soutenir cette chaîne de manière si généreuse. Nous avons également un nouveau membre César, à savoir Robert Lindsay. Merci beaucoup, Robert, pour ton soutien incroyable. Et bien sûr, je remercie chacun d'entre vous qui soutient cette chaîne sous n'importe quelle forme. Majorien lui-même serait sans doute fier. Merci Thibaut, mes amis. Donc après cet acte horrible, Justinien a commencé à mettre en œuvre son plan de reconquête des provinces romaines occidentales perdues. Heureusement, il avait l'un des meilleurs généraux de l'histoire de l'humanité, Flavius Belisarius, et initialement tout s'était bien passé. En 534, seulement 2 ans après les émeutes de Nika, le royaume des Vandales a été totalement vaincu par Belisarius, avec une force ridiculement petite de seulement 17 000 hommes. Tel était le génie militaire de Belisarius qu'il pouvait accomplir un exploit qui semblait impossible. La prochaine cible était alors le royaume ostrogothique. Et encore une fois, ce serait Belisarius qui devrait accomplir cette tâche encore plus difficile pendant que l'empereur était assis dans son palais confortable à Constantinople. Mais cette fois, Belisarius a reçu encore moins d'hommes, seulement environ 10 000 au total, afin de surmonter un royaume entier. Et à cela, un qui était nettement plus fort que le royaume vandale. Et encore une fois, nous verrions comment Justinien ferait des décisions vraiment pas géniales dans cette guerre. Il semble qu'il était toujours jaloux ou rancunier envers Belisarius et lui donnait toujours beaucoup trop peu de soutien et de soldats. Pour aggraver les choses, au milieu de la campagne, en 538, Justinien a envoyé un autre général, Narcès, en Italie. Cela a inutilement prolongé la guerre car Narcès et Belisarius ne s'entendaient pas bien, ce qui a abouti à une impasse. Et en conséquence directe, Mediolanum a été complètement détruit par une force d'invasion burgonde en 539, rasant complètement la ville jusqu'au sol et tuant la plupart de ses habitants. Après avoir vu son erreur, Justinien rappela Narcès pour que Belisarius puisse enfin, grâce à une ruse ingénieuse, soumettre le royaume ostrogothique en 540. Les Ostrogoths, dans leur désespoir total, ont proposé de faire de Belisarius un nouvel empereur romain occidental. Il a feint d'accepter le titre et est entré à Ravenne, mais plus tard il a révélé que ce n'était qu'une ruse pour entrer dans la capitale des Ostrogoths. Mais Justinien, en entendant cela, est devenu bien sûr encore plus jaloux et méfiant, et a rappelé Belisarius d'Italie, le laissant combattre sur la frontière orientale contre les Perses. C'était, à mon avis, l'une des pires décisions de Justinien. En conséquence directe, avec le départ de Belisarius d'Italie, le nouveau roi ostrogothique Totila reprendrait le contrôle d'une grande partie de l'Italie au cours des prochaines années. Cela ne se serait pas produit s'il avait laissé Belisarius renforcer la domination romaine orientale sur la péninsule italienne nouvellement conquise. Ainsi, la guerre a continué pendant plus de 10 autres années, et Belisarius a même été renvoyé en Italie, mais cette fois, il a reçu encore moins d'hommes de la part de l'empereur jaloux, qui apparemment l'a toujours traité défavorablement. Pourtant, étonnamment, Belisarius est toujours resté fidèle à l'empereur. Ce n'est qu'au milieu des années 550 que Narcès a pu terminer ce que Belisarius avait commencé. Et bien sûr, Justinien a immédiatement donné à Narcès beaucoup plus de soldats que Belisarius n'en avait jamais reçus, ce qui donne du crédit à la théorie selon laquelle il défavorisait délibérément Belisarius. Mais malgré les efforts de Narcès, le mal était fait. En 562, lorsque tous les bastions ennemis en Italie ont été vaincus, la péninsule italienne était en ruine. Tout ce qui restait de l'ancien empire romain d'Occident avait été détruit. Des villes entières ont été dévastées. La Campanie est devenue un désert infesté de peste. Les aqueducs romains, presque tous détruits. Les institutions romaines, disparues. Le Sénat et les anciens bureaux de l'État romain, presque disparus.
Justinien, en gérant si horriblement mal Belisarius, l'un des plus grands généraux de tous les temps, était directement responsable de la destruction de l'Italie et de tout ce qui restait de la gloire de Rome à l'ouest. Belisarius était une super arme à lui tout seul, et le soi-disant grand Justinien n'a pas soutenu Belisarius comme il l'aurait fallu pour une victoire rapide et nette. Ainsi, Justinien, qui était censé avoir restauré la gloire de Rome, était en réalité celui qui a détruit sa gloire. En conséquence directe, après les guerres gothiques, l'âge des ténèbres commencerait en Italie. De plus, Justinien avait surexploité les forces de l'Empire en menant des guerres sur tous les fronts, en même temps. Bien sûr, l'événement climatique de 536 et la peste de 541 et des années suivantes étaient également beaucoup à blâmer. Mais si les efforts de guerre avaient été mieux gérés, les territoires nouvellement conquis auraient pu être maintenus et l'Italie aurait peut-être même été reconstruite. Mais en l'état, ces territoires nouvellement conquis ne durèrent pas longtemps. De grandes parties de l'Italie étaient déjà perdues au profit des Lombards. Après 568, les esclaves ont envahi les Balkans quelques décennies plus tard. Et quelques décennies supplémentaires plus tard, l'Égypte et le Levant ont été perdus. Maintenant, bien sûr, nous ne pouvons pas entièrement blâmer Justinien pour cela, car la guerre romano-sassanienne était principalement responsable de ce désastre. Et je l'admets, j'utilise un recul injuste. Mais pour moi, la plus grande erreur de Justinien, outre ses politiques anti-païennes et la répression brutale des émeutes, a été qu'il a surexploité les forces de l'Empire et sa gestion incroyablement mauvaise de Bélisaire, l'arme superpuissante à un homme, qui a directement conduit à la destruction de l'Italie. Pour moi donc, Justinien, bien qu'à certains égards vraiment grand, a échoué dans d'autres à réaliser sa promesse ultime de restaurer l'Empire romain. Et en fait, ces actions conduirent au plus tard à un démantèlement encore plus rapide de l'Imperium Romanum. Et Patrice, l'un de nos nouveaux supporters de Soul Invictus, a une question. En tant que supporter de haut rang de cette chaîne, vous pouvez poser des questions que j'essaierai de répondre du mieux possible dans les vidéos. Sa question est liée à l'éducation dans l'Empire romain. Comment était l'éducation tout au long de l'histoire romaine? Comment les connaissances étaient-elles stockées, créées ou copiées? Comment les penseurs étaient-ils choisis parmi les Romains? Où les penseurs réfléchissaient-ils? Eh bien, Patrice, on pourrait penser qu'un empire aussi organisé, vaste et hautement développé que l'Empire romain avait d'excellentes institutions d'éducation. Mais en réalité, ni la République romaine ni l'Empire romain n'ont jamais eu de forme d'éducation élémentaire parrainée par l'État à aucun stade. Rome n'exigeait pas légalement que ses citoyens soient éduqués. Mais malgré cela, les enfants des familles plus riches recevaient leur première éducation de tuteurs privés. Si on était plus pauvre, on devait envoyer ses enfants à un ludus literarius. Il n'y avait pas de bâtiment scolaire dédié, mais le ludus literarius pouvait être installé n'importe où, dans un magasin, une résidence privée ou même dans la rue. Il convient également de noter que le système de ludus ne s'appliquait qu'aux garçons, car les filles étaient formées dès leur plus jeune âge à devenir de futures femmes au foyer. Entre 9 et 12 ans, les garçons étaient ensuite enseignés par un grammaticus qui, comme son nom l'indique, mettait fortement l'accent sur les compétences linguistiques. La dernière étape était alors l'étude de la rhétorique, mais les grandes institutions d'apprentissage étaient tout au long de l'histoire de l'Empire romain à l'Est. Alexandrie a toujours été un foyer pour les penseurs de toutes sortes, des philosophes aux mathématiciens, en passant par les ingénieurs. Le musée d'Alexandrie attirerait les plus grands penseurs pendant des centaines d'années. L'Académie d'Athènes était également une institution qui existait depuis l'époque de Platon. La philosophie était distinctement grecque, et à ce titre, toutes les institutions se trouvaient dans l'Empire de l'Est. Athènes, Alexandrie, Antioche, Césarée. Les Romains se focalisaient plus sur le droit et la rhétorique. Mais ici aussi, contrairement aux Grecs qui avaient fondé des institutions telles que l'Académie ou le Muséion comme centre d'apprentissage, les Romains préféraient les tuteurs privés. Nous pouvons donc dire que les grands centres pour les penseurs se trouvaient à Athènes ou à Alexandrie, les grandes villes de l'Empire oriental avec leurs anciennes institutions grecques. Et les connaissances étaient principalement stockées sur des rouleaux de papyrus ou de parchemin, qui devaient bien sûr être copiés manuellement et pouvaient être conservés pendant de longues périodes. Bien que le papyrus était plus adapté au climat sec, les rouleaux de parchemin fabriqués à partir de peaux d'animaux
était donc plus populaire dans les climats plus froids et plus humides des parties nord de l'Empire romain. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les guerres gothiques et comment Bélisaire a réussi à accomplir ses exploits stupéfiants, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par ce que les guerres gothiques ont fait à la ville de Rome, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias amici imperii Romani e benevalete.